Dans cette vidéo, nous allons parler d'un RPG qui sort de l'ordinaire. Récemment, Dragon's Dogma 2 a fait beaucoup parler de lui. Il s'agit d'un titre qui était très attendu et notamment par les fans du premier opus. Mais personnellement, je n'ai jamais joué à un Dragon's Dogma et j'ai découvert cet univers il y a vraiment quelques semaines, juste avant la sortie du jeu. Je me suis renseigné sur le jeu à venir et sur son prédécesseur pour savoir quelle découverte j'allais bien pouvoir faire. À première vue, je n'ai voulu qu'un énième RPG en open world, avec de très beaux paysages, des animations un peu lourdes et une création de personnages poussée. J'étais hypé, certes, pour pas grand chose, mais j'étais curieux. Et alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Salut à tous, c'est LoDB, et pour tous ceux qui ne connaissent pas Dragon's Dogma 2, je vais très vite fait vous le résumer. Il s'agit d'un action RPG en monde ouvert faisant directement écho à Dragon's Dogma, son grand frère, dans lequel vous incarnez l'insurgé, c'est-à-dire un personnage capable de contrôler des pions et reconnu comme le véritable monarque du royaume, et dont le cœur a été arraché par le dragon, la calamité de ce monde. Alors que vous vous réveillez en tant qu'esclave dans une carrière et amnésique, vous allez entreprendre une quête dans le but de vaincre le dragon et récupérer le trône qui vous est destiné. Et votre cœur accessoirement. C'est vrai que ce serait pas mal quand même. Commencez votre aventure, vous aurez le choix entre 4 classes qui vous seront disponibles dès le début et qui vous sera possible de changer par la suite. Le guerrier, une classe plus axée défense et maîtrise de la menace, qui utilise l'épée et le bouclier. L'archer, une classe faite pour faire des dégâts à distance avec un arc. Le mage, une classe de dégâts à distance et de soutien par le biais d'enchantement avec son bâton. Le voleur, une classe mobile infligeant de lourds dégâts grâce à une dague dans chaque main. Il existe également des classes avancées que vous pourrez débloquer au cours de votre aventure. Voici ce que c'est Dragon's Dogma 2 dans les grandes lignes. Dès que j'ai eu le jeu entre les mains, j'ai pu m'immerger totalement dans cet univers. Et là, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai vécu. Laissez-moi vous énoncer ce qui m'a touché dans ce jeu et le gros problème que rencontre le jeu à l'heure actuelle. Après des semaines d'attente à me gratter les veines et une création de personnages fastidieuse. Par contre, j'ai cru voir un truc horrible. Je crois qu'il... Non! Regardez! J'ai 2 dents en moins! Pourquoi j'ai plus mes dents? Ça nique tellement le flow de mon personnage! Pourquoi il y a des dents en moins? Je me souviens pas! Je sais que je les avais enlevées juste pour rigoler, mais je les avais remis tout de suite! J'ai pu enfin mettre un premier pas dans cet univers, et j'ai compris que je n'avais pas affaire à n'importe quel RPG. On notera aussi que je suis mort au tutoriel, mais ça, c'est un détail. C'est pas encore hyper intuitif pour moi, parce que c'est... J'ai jamais joué à un Dragon's... S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas rater à notre entrée dans le jeu, c'est l'immensité du monde. Chaque recoin de ce monde nous incite à l'explorer et à en apprendre un peu plus. Les graphismes incroyables vous permettront de profiter de magnifiques paysages et surtout... Et regardez-moi cette animation de steak! Elle est... Ah bah non, merde, c'est de la prise de vue réelle. Si vous jouez au jeu, vous allez remarquer que celui-ci incite énormément le joueur à prendre la route de lui-même. Il n'existe que très peu de moyens de transport, soit les chars à bœuf ou... les transpierres. Les chars à bœuf sont présents dans la majorité des villes et vous accompagnent d'un point A à un point B. Il est tout à fait possible de faire une sieste pour passer le trajet et se réveiller à bon port. Cependant, vous serez réveillé si jamais le char est attaqué par des bandits ou des monstres. Il sera donc dans votre intérêt de le défendre ou de continuer à pied. Mais ce serait dommage. Les transpierres sont des objets très coûteux pouvant être achetés pour des sommes assez grosses auprès de certains marchands dans les villes. Ils ne peuvent être utilisés que si vous avez interagi avec un porte-à-cristal d'un lieu ou si vous avez posé votre propre porte-à-cristal qu'il est possible également d'obtenir mais qui est beaucoup plus onéreux. Les développeurs ont conçu un monde et ils veulent qu'il soit exploré par les joueurs. C'est un jeu solo, mais je vous rassure, vous ne serez pas seul. Dès le début, vous pourrez créer votre pion principal qui vous accompagnera durant toute votre aventure. Dans le lore du jeu, les pions sont des êtres sans âme qui sont capables de voyager à travers les mondes par le biais de pierres de faille. Vous pourrez recruter 2 autres pions créés par d'autres joueurs par le biais de ces mêmes pierres de faille. Tout comme d'autres joueurs pourront recruter le vôtre si vous le souhaitez. Mais de notre point de vue, il s'agit de PNJ dotés d'une intelligence artificielle qui vont accumuler des informations tout au long de notre aventure. Ainsi, si vous faites une quête avec votre pion principal et qu'il est ensuite recruté par un autre joueur, votre pion sera au mieux le guider car il aura déjà vécu la même situation avec vous. Je trouve ce système vraiment génial car il est incroyablement immersif et surtout, ça rend tout de suite les interactions avec les PNJ beaucoup plus vivantes. Maintenant que j'ai ma classe et mon groupe, je suis prêt à me lancer dans des batailles épiques à la physique lourde et réaliste où chaque mouvement est important. En effet, impossible de couper entre vos actions et une mauvaise gestion de la barre d'endurance et vous vous retrouverez essoufflé, complètement immobile et vulnérable. Tout ça c'est bien, mais il y a des choses qui me dérangent. Dragon's Dogma a beau refaire peau neuve dans ce nouvel opus, il possède néanmoins des défauts qui sont quand même énormes. L'optimisation. Même si vous avez une configuration monstrueuse sur votre PC, ne vous attendez pas à pouvoir gérer le jeu tranquillement. Même avec une bonne config, le jeu est très instable. Dites-vous qu'il m'est impossible de rester à 60 FPS constant avec une 4060 et un Ryzen 5. Certes, c'est pas la meilleure combinaison, mais sur d'autres jeux ça marche très bien. Par exemple sur Baldur's Gate 3, je n'ai aucun problème à rester à 80 FPS constant en ultra. Et pourtant c'est un jeu assez gourmand. Et moi ce qui me révolte, c'est que j'ai vu d'autres joueurs qui ont une bien meilleure config que moi, et je vois qu'ils ont les mêmes problèmes de FPS que moi. Ce que je trouve absolument scandaleux. Pire, je vois que même les versions console
peine à tenir à 30 FPS décent. Étant donné qu'il y a beaucoup de PNJ et qu'ils ont un certain impact sur l'environnement, oui, le processeur est assez malmené vu la quantité d'infos. Dans les grandes villes, ne vous attendez pas à être à 60 FPS constant ou à 30 FPS constant. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis dans une grande ville, je tourne entre 25 et 40 FPS max. Quand je sors dehors et qu'il y a beaucoup de monstres et beaucoup de PNJ, je tourne à peu près entre 50 et 70 FPS. Et quand c'est beaucoup plus tranquille, je suis vraiment entre 60 et 120 FPS, qui est largement suffisant. Actuellement, si vous voulez vraiment profiter du jeu tranquillement, il vous faut plus qu'une machine de guerre, et c'est ça que je trouve assez indécent. Mais vous savez ce qui est indécent aussi? Les microtransactions, tiens. Oui, vous ne rêvez pas, il y a bien des microtransactions dans ce jeu que vous avez déjà payé 65 €. Elles sont minimes, certes, mais ne sont vraiment pas nécessaires. Dans la boutique de Steam, vous pourrez acheter des cristaux de faille qui vous permettront de recruter des pions et d'acheter des objets spéciaux. Vous pourrez également acheter des pierres de l'éveil pour revenir à la vie lorsque vous mourrez ou ressusciter un PNJ, ou encore un trousseau de clés de Géol si jamais vous êtes emprisonné. Il y a également d'autres cosmétiques, mais je n'en vois pas l'utilité pour être honnête. Pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai pas été affecté par les microtransactions. Je profite du jeu tel qu'il est et je n'ai trouvé aucune de ces transactions réellement nécessaires. Mais je pouvais comprendre l'agacement des joueurs juste à la simple existence de celle-ci. C'est quand même des bons rats quoi. Mais rappelez-vous que quand certains trouveront ça indécent, d'autres seront heureux que ces services existent. Malheureusement. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de Dragon's Dogma 2? Dragon's Dogma 2 est à mon sens une expérience RPG absolument incroyable. De mon point de vue, si les points noirs n'avaient pas été aussi gros, c'est un des jeux qui se rapprocherait le plus de ce qui est pour moi un RPG presque parfait. Un univers et un gameplay si prenant qu'on arrive à sentir cette coupure entre le réel et le virtuel. C'est pas juste un jeu sur lequel on s'amuse, c'est une aventure que l'on vit. Quand je vois un RPG comme ça, je ne peux m'empêcher de penser à l'évolution des intelligences artificielles dans les jeux vidéo, notamment dans la création des dialogues. Est-ce que je vous recommande Dragon's Dogma 2 dans l'état actuel? La réponse est non. Je pense que ceux qui veulent profiter de l'expérience à fond et bien immergés devront peut-être un petit peu attendre que Capcom règle les problèmes qu'il y a actuellement et patch notamment les problèmes d'optimisation. Mais si vous avez vraiment une bonne config, eh ben allez-y, profitez de l'expérience parce que honnêtement, je pense que vous ne le regretterez pas. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour suivre les prochains contenus. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et tous les réseaux, comme ça vous serez au courant de quand est-ce qu'on live. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!